Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Métropole. À l'heure de la rubrique Le Point, ce matin, nous allons parler du dialogue élargi, du dialogue inclusif qui débute ce lundi au Palais National. Et pour en parler, nous accueillons en studio le représentant, sinon le responsable du CONAN, le CONAN qui est le Conseil haïtien des acteurs non étatiques, Monsieur Édouard Poultre. Bonjour et bienvenue sur Métropole. Oui, bonjour Georges, et on salue tout le public en général de Métropole, et les téléspectateurs et auditeurs de la radio. Je l'ai dit dans mon introduction, Monsieur Poultre, que le dialogue entre l'exécutif et l'opposition commence ce lundi matin au Palais National. Vous faites partie de la société civile. Est-ce que vous avez été touché, invité? Oui, il y a un représentant d'organisation de la société civile, M. Desroches, qui est directeur exécutif de l'ISC, qui a reçu une lettre d'invitation, et étant donné qu'il est droit à se faire accompagner de notre représentant de la société civile, il m'a invité à l'accompagner dans cette rencontre, ce premier lancement, je dirais, du processus de négociation. Tout à fait. Rapidement, la première question, Monsieur Poultre. On sait qu'il y a eu déjà pas mal de shit à palais, entre guillemets, pas mal de rencontres entre l'exécutif et des partis politiques. Aujourd'hui, c'est l'exécutif et des partis de l'opposition dure. Quelles sont les chances de réussite de ce dialogue? Bon, écoutez, dans la culture politique ici en Haïti, on a l'habitude de rencontres, de pourparlers, de dialogues, et nous, de la société civile, on a été, vous vous rappelez, en l'année 2000 et 2001, nous avons lancé même un processus de dialogue entre le pouvoir Avalas, qui était sorti gagnant des élections frauduleuses de 21 mai 2000. On a donc une expérience de la participation dans le dialogue politique ici. Et je dirais que dans la culture politique haïtienne, très souvent, on se sert de dialogue comme... écoutez, c'est un thème qui est généralement porteur dans la dynamique politique. Donc, les acteurs politiques s'en servent généralement pour chercher à atténuer une crise, mais pas essentiellement pour résoudre une crise. Et c'est pourquoi ce processus qui sera lancé, dont les discussions vont être lancées aujourd'hui, je me réserve d'être optimiste, mais quand je mesure l'importance de ces négociations, l'importance que les acteurs trouvent un compromis pour éviter à la nation des déchirures ou bien une crise profonde et d'instabilité au plan politique et social, nous pensons que peut-être on peut toujours espérer un brin de patriotisme qui sort de ce dialogue en offrant à la nation, écoutez, un compromis et de vivre ensemble qui évitera à la nation de connaître des heures terribles l'année prochaine. Tout à fait. Le dialogue est important. L'exécutif a lancé le processus, l'opposition a accueilli favorablement le dialogue, mais toujours est-il que le lieu
pose problème, tout au moins pour l'opposition. C'est au Palais national que débute le premier round de discussion aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est le lieu idéal pour la tenue de ce dialogue, le Palais national? Moi, je pense qu'on l'avait toujours souhaité, qu'il y ait un dialogue entre les protagonistes de la crise, et les protagonistes réels, enfin ceux qui ont des leviers en main de solutions. Et je pense que c'est une bonne chose que l'exécutif accepte de rencontrer directement les partis politiques qui n'ont pas encore rejoint le processus des élections, le processus électoral, et aussi les acteurs qui ont des leviers en main pour le vote, même de la loi électorale. Je crois que ça, il faut saluer il faut saluer cela de la part de ceux qui nous dirigent. Maintenant, le lieu, est-ce que le lieu idéal? Je ne sais pas. La lettre est un peu vague, floue. La lettre d'invitation? La lettre d'invitation, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai comme l'impression que c'est un lancement des discussions pour aplanir les sentiers du dialogue ou bien des négociations formelles qui vont se tenir. Parce que si les protagonistes de la crise, le lieu de la tenue du dialogue doit faire partie en tout cas d'une acceptation de la part de tous ceux qui prennent part au dialogue. Donc, si il n'y a pas encore cet accord sur le lieu du dialogue, je crois que, bon, on peut considérer cette discussion ce matin au Palais national comme une première discussion, mais ce n'est pas le lieu qui est retenu par les protagonistes pour réaliser ce dialogue et cette négociation. Donc, vous pensez en quelque sorte que c'est à bon droit que l'opposition désapprouve le lieu, le Palais national pour ce dialogue? Écoutez, je n'ai pas à être d'accord ou être en désaccord avec cette décision. Et ce que je dis, c'est que les protagonistes réels de la crise qui doivent participer au dialogue doivent s'accorder sur le lieu où devra se tenir ce dialogue. Si l'exécutif veut inscrire le Palais national et que les partis de l'opposition ou bien les autres qui sont en face de l'exécutif acceptent que ce soit au Palais, pas de problème. S'ils n'acceptent pas, moi je crois que l'exécutif devra se plier pour réaliser le dialogue en un lieu où l'accord aura été trouvé. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle de dialogue. Au niveau de l'exécutif, on parle de dialogue. Mais du côté de l'opposition, les gens, les membres de la classe opposante parlent de négociation. Aidez-nous à saisir la nuance. Faut-il dialoguer ou négocier? Qu'est-ce qui s'avère nécessaire aujourd'hui? Oui, mais les deux. La négociation est beaucoup plus précise que le dialogue. La négociation, c'est avoir des points de vue que l'on dépose sur la table et on trouve un compromis pendant les discussions, pendant le dialogue. Mais je pense que la nuance apportée par l'opposition est de mise. Parce que vous savez qu'en Haïti, on dialogue pour ne rien dire, on dialogue et puis il n'y a pas de compromis, on dialogue, il n'y a pas de solution et c'est bon de maintenir ce vocable de négociation pour parler de ce dialogue-là. Parce que pour nous de la société civile, nous souhaitons qu'il y ait un compromis signé entre les protagonistes de la crise à l'issue de ce dialogue. Négocier sur quoi?
Voilà la question qui s'impose aujourd'hui. Nous avons rencontré dans ce pèlerinage, depuis quelque temps, nous avons rencontré les sénateurs, par exemple, du groupe des 6. Ils étaient 5 que nous avons rencontrés et je crois que nous avons compris à l'issue de cette rencontre que une chose dont ils sont demandeurs, c'est que l'exécutif prouve sa bonne foi, en tout cas en acceptant de changer un peu la gouvernance actuelle dans le pays. Et je crois que c'est une demande que nous pensons qui est juste, légitime, par rapport à la dégradation que nous connaissons de ce climat de confiance qui doit être créé pour aller aux élections. Et je pense que c'est de bon droit que les partis de l'opposition viennent sur la table des négociations et déposent sur cette table de négociations les points de vue par rapport à cette gouvernance, au changement qu'ils demandent dans la gouvernance du pays. Mais l'exécutif dira qu'il y a eu la formation de gouvernement d'ouverture issu du dialogue d'El Rancho. Écoutez, à El Rancho, je suis témoin et qu'à El Rancho, les discussions portaient sur des changements au sein de l'appareil gouvernemental et qui touchaient, et je me souviens très bien du plaidoyer du professeur Sauveur Pierre-Étienne et de celui qui représentait à l'époque Contrapepla et le sénateur William Gentil et aussi Madame Bozil de Fusion. Ils avaient fait un grand plaidoyer et aussi la Valace, un plaidoyer pour qu'il y ait changement dans l'appareil, enfin au sein, par exemple, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. Ils réclamaient la tête de Laurent Lamotte, en quelque sorte. Non, il n'y avait pas vraiment, ils n'avaient pas une demande réelle sur Laurent Lamotte, mais ils avaient une demande très ferme qui allait dans le sens qu'il y ait changement au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice et maintenant, à l'issue, après la signature de l'accord d'El Rancho, et le gouvernement a fait, enfin l'exécutif a opéré quelques changements tels que souhaités, mais ils n'ont pas allé plus loin que le ministère de l'Intérieur et faire rentrer d'autres profils de partisans à l'intérieur du gouvernement. Est-ce pourquoi on voit que Erivo a intégré le gouvernement et d'autres personnalités. Tout à fait. Donc, on est arrivé à la fin de la première partie de l'émission, mais ce que l'on retient de vos propos, c'est que le replâtrage du gouvernement est nécessaire. Il est nécessaire, moi je crois qu'il est nécessaire parce que le climat de confiance s'est détérioré pendant longtemps. Et depuis longtemps, le climat de confiance, est-ce pourquoi il y a des partis qui ne sont pas encore inscrits dans le processus électoral. Donc, ils n'ont pas la confiance, etc., pour aller aux élections. Je crois que ça aidera, en tout cas, qu'il y ait une clarté par rapport à la gouvernance que l'on connaîtra dans le pays à l'issue de ces négociations, de ces discussions. Et voilà, vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La première pause à cette émission, c'est tout de suite. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Ils ont un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés.
faire choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre, bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en détail, Titoni, en détail, et bon prix, en détail, et puis c'est produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, et puis c'est Kai Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, le responsable du CONAN, le Conseil national des acteurs non étatiques, Édouard Poultre, représentant de la société civile, bien sûr. Monsieur Poultre, vous disiez avant la pause qu'un replâtrage du gouvernement s'avère nécessaire pour créer un climat de confiance. On ne va pas revenir sur ce point. Est-ce qu'aujourd'hui, un replâtrage du Conseil électoral provisoire s'avère nécessaire également? Parce que c'est la demande de l'opposition. Écoutez, je crois qu'il faut que tous les acteurs viennent avec des propositions, enfin, en tout cas des points de vue, mais ce n'est pas leur point de vue. Je pense qu'il s'agit de négociations, ce qui veut dire qu'on vient, on donne, on prend aussi, on reçoit, mais il n'est pas question d'avoir tout ce que l'on vient chercher. Donc, il faut que c'est des négociations donnant-donnant c'est dans cet esprit. Et je pense qu'il faut approcher ce dialogue et que les protagonistes aient eux tous un esprit d'ouverture, un esprit, j'aime dire un esprit de discernement et pour approcher cette négociation. Parce que on ne peut pas recevoir tout ce que l'on demande, mais il faut que tout le monde comprenne qu'il faut donner quelque chose et recevoir d'un autre côté, dans l'autre main, ce dont on veut créer, et en tout cas créer cette atmosphère pour aller aux élections. N'oubliez pas, l'objectif, c'est créer un climat de confiance pour aller aux élections. Tout à fait. Et si on essayait de remonter le fil de l'histoire récente, bien évidemment, on verra qu'il y a eu un premier président de conseil électoral, c'est Josué Pierre-Louis. Ensuite, il y a eu Maître Emmanuel Ménard. L'exécutif a beaucoup donné de ce côté-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre
à un exécutif qui va facilement changer les membres, replâtrer le Conseil électoral provisoire? Ce ne serait pas trop donné, comme le dit souvent le président de la République? Moi, je crois que l'exécutif ou les hommes politiques en Haïti approchent avec des biais cette fonction de conseil électoral, cette institution de conseil appelé conseil électoral. L'exécutif n'a pas à désigner ses partisans au conseil. L'exécutif doit injecter des personnalités ayant un profil qui crée la confiance, pas un exécutif, pas des personnalités qui vont être aux ordres de l'exécutif. Et je crois que ça, est-ce pourquoi les choses très souvent traînent dans notre pays. Une instance comme l'institution électorale, en principe, l'exécutif devrait se dire « Ok, j'accepte de donner 3 personnalités et que les partis de l'opposition acceptent que ces 3 personnalités répondent au profil recherché. » Vous voyez, et donc la nuance, c'est que on n'injecte pas des personnalités qui vont être aux ordres de l'exécutif, et c'est ce que nous avons remarqué et parmi ces personnalités-là dont vous venez de citer, de Josué Pierre-Louis, en passant par Maître Emmanuel Ménard ou Maître Canton, ce sont des personnalités qui ont été aux ordres de l'exécutif, et malheureusement, les choses se sont mal passées parce que les partis, ça n'a pas créé la confiance. Mais aujourd'hui, c'est Max Mathurin qui est le président, représentant du Parlement. Justement. Donc, et cet équilibre qu'ils ont su peut-être trouver au sein du CEP, peut-être peut faciliter une meilleure acceptation de l'appareil électoral par les partis de l'opposition. Je n'en sais rien. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vont aux négociations, ils vont obtenir, enfin les partis politiques de l'opposition, ils vont obtenir certains changements, ils ne vont pas tout obtenir, et c'est de cet esprit qu'ils doivent aller aux négociations. De même pour l'exécutif, il doit être prêt à céder des lieux et de pouvoir les crédibiliser, parce que, vous savez, le ministère de la Justice, par exemple, le ministère de l'Intérieur, ont des rôles importants, la police nationale ont des rôles importants si ils se servent de ces institutions pour orienter en tout cas les élections. Je crois que ça va mal se terminer. Il faut que l'on ait des personnalités à la tête de ces institutions qui créent la confiance au sein non seulement des partis de l'opposition, mais surtout que les citoyens se sentent confortables pour aller aux urnes. Là, vous touchez la question de l'environnement électoral. De l'environnement électoral, donc comme aiment parler les partis de l'opposition. Tout à fait. Et ce que l'on doit retenir, c'est que l'exécutif doit être prêt à faire des concessions, mais l'opposition elle-même doit savoir qu'elle ne peut pas tout gagner. Absolument, absolument. Et je crois que c'est... Et nous, de la société civile, nous allons veiller, en tout cas, à cela et encourager les uns et les autres à montrer une grande maturité politique pour trouver ce compromis que l'on cherche. Parce que si on n'a pas ce compromis, vous savez que les choses vont dans toutes les directions et personne ne sait qui va gagner dans cette crise. Tout à fait. Dans l'intervalle, il y a le parti de Sauveur Pierre-Étienne, l'OPL, l'Organisation du Peuple en Lutte, qui propose à ce que le Parlement reste en poste
en place après le deuxième lundi de janvier 2015 et qu'il y ait des élections durant le premier trimestre de l'année 2015. Comment voyez-vous cette proposition? C'est-à-dire, le deuxième lundi de janvier, on sait que les parlementaires constitutionnellement doivent partir, mais pour éviter ce vide institutionnel, voilà, je viens de le citer, la proposition de l'OPL. Comment l'accueillez-vous? Écoutez, dans une déclaration précédente, il y a M. Desroches qui avait participé à une discussion avec les parlementaires sur invitation du sénateur Jocelyn Brivert. Et une commission ad hoc était créée par le Sénat pour discuter. Et je crois que ça a été une discussion au sein dans cette rencontre avec la société civile. Et M. Desroches avait pensé que pour lui, si on veut éviter qu'il y ait vide institutionnel, faut-il bien s'accorder sur cela. Je ne veux pas m'aventurer sur les résultats et les compromis qu'ils vont trouver dans ce processus de négociation. Ce que je souhaite, c'est qu'on mette de l'ordre et on crée un environnement pour aller aux élections et on trouve le compromis nécessaire. Vous savez, si on organise les élections et dans le cours du mois de mars, avril, à la fin du mois, à la fin de l'année, enfin le dernier dimanche d'octobre, on devra organiser les élections présidentielles aussi. Et donc, je ne veux pas m'aventurer sur les conclusions d'un accord et de compromis par rapport à ces négociations qui se lancent. Et ce que je souhaite, c'est que on mette de l'ordre dans le rythme d'organisation des élections, on crée un environnement approprié et convenable pour organiser les élections, et puis finalement que Haïti que nous considérons comme le bien commun à tous, le bien collectif à tous, que l'on évite à la nation de connaître encore une fois l'humiliation d'avoir des dictats de la communauté internationale ou bien des sanctions d'abord envers nos dirigeants, des sanctions, élimination de visas, etc., de la part de la communauté internationale, et finalement que la coopération internationale, que la coopération d'Haïti avec la communauté internationale puisse se poursuivre, parce que si on a un vide institutionnel à partir de janvier, cela veut dire que la coopération internationale devra stopper aussi parce que on n'est plus en régime démocratique quand on a ce vide institutionnel. Alors, ce n'est pas ce que l'on souhaite, mais on va essayer d'imaginer un scénario où les acteurs n'arrivent pas à s'entendre réellement. Comment voyez-vous l'après 12 janvier 2015? On doit préciser pour nos auditeurs que le 12 janvier 2015, c'est la date du départ des députés. Des députés et puis de l'autre tiers, du Sénat de la République. Tout à fait. Et c'est le chaos. Ça va être une grande période. Il y a Sauveur Pierre-Étienne de l'OPL qui parle de tsunami politique. Et je crois que ça va être encore une fois l'occasion de rentrer le pays dans le chaos, parce que ça va aller dans toutes les directions. On peut penser à toutes sortes de
grabuge politique, on peut penser à toutes sortes d'événements. Et moi, je ne veux pas m'aventurer parce que si on n'a pas cet accord politique, ce qui veut dire que l'exécutif va organiser des élections à sa manière, avec son instance électorale, avec sa loi enfin son décret électoral. Et vous pensez que les partis de l'opposition vont rester et regarder l'exécutif mener le pays dans cette direction-là? Je crois qu'il faut se mettre, j'appelle à cet esprit de discernement pour que les uns et les autres puissent voir l'urgence de trouver cet accord, ce compromis politique. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, Monsieur Poultre, mais une dernière question doit être posée. Ce matin débute le dialogue entre l'exécutif et des secteurs clés de la vie nationale, des consultations, vous l'avez mentionné. Que doit-on aujourd'hui garder, retenir du dialogue d'El Rancho, dans ce dialogue? Et que doit-on rejeter? Bon, le mot est un peu trop fort. Que doit-on mettre à l'écart? Et à El Rancho, on a connu la conférence épiscopale et Monseigneur Langlois et son équipe qui ont conduit le processus. Je crois qu'ils l'ont conduit avec une très grande maîtrise. Mais le monde politique est un monde qui a ses propres réalités que l'on ne comprend pas toujours. Et je crois que les résultats qu'on a connus après l'accord d'El Rancho montrent qu'on ne maîtrise pas tout dans un processus, même s'il est mené avec maestria. Je crois qu'aujourd'hui, la conférence épiscopale a un rôle à jouer. Moi, c'est mon point de vue. Est-ce qu'il faut accompagner formellement cette conférence épiscopale en adjoignant d'autres secteurs à cette médiation? Peut-être qu'il va falloir examiner ça. En tout cas, je crois que Monseigneur Langlois était ouvert à la participation d'autres secteurs dans ce processus de médiation. Je crois qu'il faut creuser cette question. Et les consultations qui vont démarrer ce matin, moi-même, j'ai eu une petite idée personnelle. Est-ce que, parce qu'il n'y a pas encore d'accord préalable, de mécanisme accepté, d'agenda consensuel accepté et pour le lancement du dialogue, je crois que j'inscris cette consultation, les consultations du jour, dans cette perspective-là, à la recherche d'un mécanisme et d'un agenda pour la réalisation, la tenue de cette négociation. Et voilà, c'est la fin. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité, c'était le responsable du CONAN, le Conseil national des acteurs non étatiques, Édouard Poultre, à qui nous disons merci. Merci aussi, Georges. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.